Bon, je pense que vous avez tous vu hein, ces images-là, elles datent du coup du week-end dernier, donc du dimanche 15 mars, et ça faisait suite du coup aux premières recommandations du gouvernement pour faire face au coronavirus. Ce qui m'intéresse plus particulièrement dans ces images, c'est pas forcément les recommandations ou les consignes, c'est le fait qu'il y a des personnes qui ne les ont pas suivies. Et ce qui m'intéresse encore plus, du coup, c'est comprendre pourquoi est-ce que, du coup, il y a des gens qui se sont dit, bah tiens, on va sortir, alors que le contexte sanitaire faisait que, normalement, il y aurait dû y avoir, entre guillemets, personne dans les rues. Pour répondre à cette question, je vais axer la vidéo sur 3 parties. Dans la première, je vais vous rappeler le contexte, juste pour qu'on soit bien sur la même base, et puis vous expliquer assez rapidement quel est l'intérêt de comprendre pourquoi il est important d'étudier ces comportements-là. Dans la deuxième partie, je vais vous présenter quels sont les facteurs qui sont prédicteurs du comportement des individus en matière de comportement de santé, mais donc du coup dans notre contexte de pandémie. Et puis on va les appliquer du coup à ce qu'on a vécu nous en France. En troisième et dernière partie, je vais vous présenter quelle est l'implication réelle de comprendre tout cela. Et puis on va voir également quelle est la place de la science dans ce contexte de crise sanitaire. Comme la vidéo risque d'être assez longue, c'est aussi l'intérêt du coup qu'elle soit segmentée en différentes parties, c'est que du coup vous pouvez faire une pause à n'importe quel moment et puis reprendre la vidéo après. Pour être transparent avec vous, à l'heure où j'enregistre la vidéo, du moins le jour où j'enregistre la vidéo, on est dimanche 22 mars, et donc du coup c'est possible que tous les chiffres que j'avance et que je dis dans la vidéo ne seront pas à jour, enfin c'est même sûr et certain d'ailleurs, donc voilà. Et puis également, ça fait du coup une semaine que je me suis penché sur le sujet, donc j'ai quand même amassé pas mal d'informations, et toutes les informations que j'ai pu retrouver, vous les retrouverez directement en description avec des informations complémentaires, donc vous pouvez aller y jeter un œil. Donc le SARS-CoV-2, donc un virus de la famille des coronavirus, il a émergé, on pense du moins fin novembre, début décembre en Chine, et puis il s'est répandu aujourd'hui partout dans le monde. Par souci plutôt de simplicité, je vais pas l'appeler SARS-CoV-2 dans la vidéo, mais plutôt Covid-19. En réalité, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est pas très grave. En fait, depuis le début du XXIe siècle, on a connu quelques pandémies, on va dire, assez similaires dans le sens où elles se sont quand même propagées dans le monde, d'où le terme de pandémie, et on a notamment eu le SARS en 2003, donc un autre virus de la famille des coronavirus, et puis H1N1 en 2009, donc là un virus de la grippe. Pour retrouver un virus, du moins une pandémie qui ait eu un impact aussi global et général que le Covid-19, il faut remonter en 1918-1919 avec la grippe espagnole. Bon alors elle a fait beaucoup plus de morts qu'actuellement avec le Covid-19, mais en fait c'est tout à fait normal parce que les équipements ont un siècle de différence, donc la technologie avance et le système de santé se développe et s'améliore. Donc du coup, par rapport au Covid-19, à l'heure actuelle, le virus, il a touché à peu près 180 pays, il a touché environ 300 000 personnes, et il aurait causé la mort de à peu près 20 000 personnes. Comme il a touché différents pays, du moins qui touche différents pays, et qu'en plus de ça, on a un espacement temporel entre ces différents impacts, on va dire, dans les différents pays, c'est vachement intéressant pour comparer, entre guillemets, les différentes stratégies qui ont été mises en place pour limiter la pandémie et limiter la propagation du virus. Typiquement, la Corée du Sud, elle a été un des premiers pays touchés, et elle a eu une stratégie assez intéressante, c'est qu'ils ont dépisté tout le monde, c'est-à-dire qu'ils ont testé plein de personnes dans la population. Et puis, en plus de ça, la population, elle n'a pas été forcée d'être confinée, mais elle s'est auto-confinée, entre guillemets, c'est-à-dire que la population a très bien suivi les recommandations du gouvernement. En Europe, maintenant, là, c'est un peu différent. Alors, à l'exception de la Suisse et de l'Allemagne, on teste très peu de monde, et puis, les recommandations n'ont pas forcément été très suivies par les populations. Maintenant, spécifiquement par rapport à la France, parce que on est français, du moins en grande majorité nous sommes français, on a deux choses qui sont très importantes à prendre en compte. La première, et bon alors là je mets des grands guillemets, c'est qu'on a eu de la chance d'avoir l'Italie qui a été frappée à peu près une semaine avant nous, donc on a pu voir le truc venir. Et j'insiste vraiment sur les guillemets pour la chance. Et la deuxième chose qui est importante, c'est qu'on a un contexte politico-social qui est assez particulier. On a eu depuis un an, à peu de choses près, une vraie crise dans le système de santé qui est fragile, et on a eu même des démissions dans les derniers mois.
En plus de ça, ça fait maintenant 1 an et demi qu'on a eu un mouvement social qui a été inédit dans le pays, qui est la crise des Gilets jaunes. On a eu des phénomènes de violence policière qui ont marqué l'opinion publique et qui ont, en plus de ça, diminué la confiance de la population envers le gouvernement. Et en plus de ça, on rajoute dans les derniers mois la réforme des retraites qui a encore plus enfoncé le clou de la confiance de la population envers le gouvernement. Gardez bien ça en tête, c'est important pour la suite. Pour revenir à notre Covid-19, eh bien, pour contenir une épidémie, il n'y aurait pas 36 solutions. La seule solution qui aurait été importante, du moins qui serait efficace, c'est la distanciation sociale. La distanciation sociale, elle a pour but de limiter les contacts physiques entre les individus pour justement limiter la propagation entre les individus. Bon, c'est quand même assez questionnable en ce moment vu qu'on est en plein dans la pandémie, donc on n'en est quand même pas exactement sûr pour savoir si c'est la solution réellement la plus efficace face à une épidémie. Dans tous les cas, plus d'informations en description si vous êtes intéressé. Pour que cette distanciation sociale elle soit efficace, il y a 2 acteurs qui sont primordiaux à prendre en compte, la population et le gouvernement. La population parce que c'est nous qui sommes responsables de notre contact physique avec les individus, et puis c'est à travers nous finalement que le virus se propage. Et le gouvernement, pourquoi? Parce que c'est lui qui met en place une stratégie de communication et de recommandation, et puis voilà, tout simplement. Et pour que tout ça fonctionne relativement bien, on va dire, il faut que la stratégie de communication du gouvernement soit relativement efficace et que la population suive les recommandations mises en place par le gouvernement. Et c'est là où, malheureusement, des fois, ça peut un peu coincer. Et c'est à ce moment-là que la psychologie, et plus particulièrement la psychologie sociale, a un rôle important. C'est celui de comprendre et expliquer pourquoi est-ce que la stratégie de communication des recommandations de la part du gouvernement a été ou n'a pas été efficace par rapport au comportement de la population. Et ça tombe bien parce que au sein de la psychologie sociale, et plus particulièrement au sein d'une de ses branches, la psychologie de la santé, on a différentes théories qui essayent d'expliquer et de comprendre les comportements de santé des individus. Donc dans notre cas, des comportements de prévention et de protection face à une épidémie. Et donc, avec les pandémies qu'on a connues il n'y a pas si longtemps que ça, donc le SARS et H1N1, il y a eu plusieurs études qui ont été menées dans ces différents contextes pour tester si ces théories et ces modèles sont efficaces. Alors ces modèles et ces théories, je vais pas vous les expliquer, parce que déjà que la vidéo va être suffisamment longue, et en plus de ça c'est très théorique, donc pas très amusant, mais si jamais vous voulez en savoir plus, lien en description. Les 3 théories à partir desquelles je vais vous faire cette partie, ça va être la théorie du comportement planifié, la théorie de la motivation à la protection et le modèle des croyances de la santé. Le but de ces 3 modèles, c'est de comprendre et du coup de prédire également pourquoi les individus ont des comportements de santé, que ce soit donc des comportements de prévention, de protection. Par rapport à notre contexte spécifique des pandémies, il faut savoir que les 3 modèles ont été testés et malheureusement il n'y en a aucun des 3 qui ressort en termes d'efficacité et de prédiction des comportements des individus. C'est pour ça du coup que je vais partir de ces 3-là. Du coup, à partir de ces 3 modèles, je vais vous extraire quels sont les éléments qui prédiraient le mieux le comportement des individus. Ça va faire un peu une liste de courses, mais c'est vachement important quand même pour comprendre le comportement des individus dans le contexte de pandémie. Un premier élément, c'est la menace perçue, qui est composée de 2 éléments, la susceptibilité perçue et la sévérité perçue. En gros, pour faire assez simple, ça correspond à la probabilité d'attraper une maladie, donc là la susceptibilité perçue, et que cette maladie, elle est grave. Donc là, c'est la sévérité perçue. Donc plus la menace perçue est élevée, et plus les individus sont enclins à avoir des comportements de protection ou de précaution. Mais si à l'inverse, la sévérité perçue par exemple n'est pas très élevée, typiquement quelqu'un qui se dit que c'est juste une grippe, là on va être moins enclin du coup à se confiner. Faut bien avoir l'idée en tête que c'est juste une perception, c'est-à-dire que c'est pas forcément quelque chose de réel, c'est juste entre guillemets une croyance. Un second élément important, c'est ce qu'on appelle des barrières perçues. Et les barrières perçues, pour faire assez simple, c'est le coût perçu de la mise en place de ces comportements de santé et de précaution. Autrement dit, si vous avez la perception que mettre en place ces comportements vous sera coûteux, vous allez être moins enclin du coup à les faire. Et quand je parle de coût, c'est pas forcément du financier, ça peut être juste un coût de temps ou une fréquence ou je ne sais quoi d'autre, d'ailleurs matériel par exemple. Donc si pour vous par exemple le fait de porter un masque au quotidien c'est quelque chose de coûteux, vous allez être moins enclin du coup à le mettre, mais si à l'inverse pour vous c'est quelque chose de gratuit entre guillemets, vous allez du coup être enclin à le porter si jamais vous êtes malade.
Ensuite, en lien avec les comportements de santé, eh bien, une chose qui est importante, c'est l'efficacité perçue. L'efficacité perçue, pour faire assez simple, eh bien, c'est que si jamais vous percevez, enfin, vous avez l'impression eh bien, que ce comportement n'est pas efficace, bah, vous n'allez pas le mettre. Vous n'allez pas le mettre en place. Un peu en lien avec ça, on retrouve la notion d'auto-efficacité. L'auto-efficacité, c'est la croyance qu'on a en sa propre capacité eh bien, de réaliser et de mettre en place ces comportements. Si par exemple vous pensez que vous allez souvent oublier de vous laver les mains, eh bien la fréquence à laquelle vous allez vous laver les mains est plus faible, tout simplement. On a ensuite la notion de norme subjective. La norme subjective, en fait, c'est la somme des valeurs et des normes sociales des individus qui vous accompagnent au quotidien, ainsi que des vôtres. Donc si par exemple le fait d'être à 1 mètre d'espace entre chaque individu, c'est quelque chose qui est tout à fait normal et même encouragé par votre environnement, eh bien vous allez être beaucoup plus enclin à le faire, mais si on s'en fiche, eh bien vous allez moins le faire. Et enfin, pour finir, on a l'indication à agir. L'indication à agir, en fait, c'est un ensemble d'indices qui nous poussent à agir, tout simplement. Et on a différents indices, on a des indices qui sont plutôt internes, donc dans notre cas par exemple, c'est plutôt des symptômes, et puis des indices externes qui seraient ici du coup des campagnes de prévention du gouvernement. Par exemple, si votre gouvernement vous dit que vous devez vous protéger, vous lavez les mains par exemple, eh bien vous allez être plus enclin à vous laver les mains par rapport à si jamais votre gouvernement ne vous le disait pas. Bon, je pense qu'avec les différents exemples que j'ai donnés à chaque fois, eh bien vous voyez un peu quel est l'intérêt et pourquoi est-ce que ces différents éléments expliquent, du moins en partie, eh bien les comportements de santé des individus de manière générale et dans notre cas plus particulier, eh bien de l'épidémie. Si je dis en partie, eh bien c'est qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, mais qui ne sont pas expliqués par les 3 modèles dont je vous ai parlé. Un problème, ceci dit, avec ces autres facteurs, eh bien, c'est que souvent, ils sont confondus avec les différents facteurs que je vous ai cités précédemment. Typiquement, on retrouve un effet de l'âge et du genre sur eh bien, les comportements de protection. Typiquement, par exemple, on sait que les femmes et les personnes âgées eh bien, vont plus souvent se protéger. Mais en fait, ça serait plutôt expliqué par une menace perçue qui serait plus élevée pour cette population particulière, du moins pour ces 2 populations particulières. Autrement dit, les femmes et les personnes âgées se sentiraient plus vulnérables face eh bien, à une problématique de santé quelconque, et en l'occurrence ici, face à une problématique de pandémie. Mais on a d'autres facteurs qui, eux, ne sont pas expliqués eh bien, par les différents facteurs que j'ai cités précédemment, mais qui, eux, eh bien, permettent quand même, en partie du moins, d'expliquer les comportements des individus. Typiquement, l'un des premiers facteurs, c'est la confiance des individus en le gouvernement. Si par exemple votre gouvernement vous dit qu'il faut se laver les mains régulièrement, qu'il faut respecter les distanciations sociales et ne pas sortir par exemple, mais que eh bien, vous le trouvez pas crédible, que vous n'avez pas confiance en lui, eh bien vous n'allez pas forcément les suivre, ces recommandations. Mais si à l'inverse, vous croyez entre guillemets en lui, hein, c'est pas vraiment le bon terme, mais c'est celui qui pourrait s'en rapprocher le plus, eh bien vous allez avoir tendance à suivre ces directives. Un autre facteur qui n'est pas du coup présent dans les 3 modèles théoriques, eh bien c'est la connaissance des individus sur la maladie, ou dans notre cas, sur le virus. Bon alors, le lien entre connaissance et comportement des individus n'est pas très élevé, mais il est quand même significatif. En gros, eh bien, si vous connaissez les mécanismes de transmission du virus, de la propagation de ce virus, eh bien vous allez être plus enclin à adopter de bons comportements. Mais si à l'inverse vous y connaissez rien, ou alors que vous avez des connaissances qui sont erronées, eh bien vous allez avoir des comportements qui sont pas forcément bons, ou alors des comportements qui ne sont pas efficaces. Donc, par rapport à ce que j'ai pu observer depuis le début de la pandémie, eh bien je vais pouvoir vous résumer ce qu'on peut, comment on explique les comportements qu'on a observés en France par rapport à la pandémie, par rapport à tous les facteurs que je vous ai cités précédemment, du moins une partie. J'ai pu pointer du doigt une menace perçue qui était relativement faible de la part de la population, parce que la plupart d'entre nous, du moins une bonne partie de la population, disaient eh bien que c'était juste une grippe, finalement. Bon, en réalité, dire que c'est juste une grippe est déjà quelque chose d'assez grave, parce qu'une grippe est assez grave, mais du coup, le fait de dire que c'est juste une grippe, eh bien, ça donne l'impression que c'est pas grand-chose, finalement, et que du coup, ça sert à rien de se protéger, de se confiner. En plus de ça, hein, on a aussi également le fait qu'on a toujours tendance de dire que ça arrivera aux autres, mais pas à soi, hein, alors qu'en réalité, non, le virus, il s'en fiche, en fait, de qui vous êtes. On a eu des normes sociales qui n'étaient pas forcément très importantes. Typiquement, on a eu énormément de personnes qui sont sorties, et puis avec la météo ça n'a pas aidé, on va pas se mentir,
Donc, comme beaucoup de personnes sont sorties par exemple le dimanche pour faire le marché ou pour aller sortir dans les parcs, eh bien on a eu des tendances à se conformer à cela. Et puis en plus de ça, pour rajouter tout ça le dimanche, eh bien on a eu les élections municipales qui ont fait qu'une bonne partie de la population sont sortis pour devoir, entre guillemets, de citoyenneté. On pourrait également imaginer que l'auto-efficacité des individus n'a pas forcément été élevée, tout simplement parce que, oui, se retrouver confiné chez soi pendant un bon moment, un laps de temps, et qui plus est incertain, c'est difficile pour la plupart d'entre nous, et on se dit, non, je vais pas forcément y arriver, et j'ai besoin de sortir. Et puis, en plus de ça, on a une confiance de la part de la population qui est relativement faible envers le gouvernement. Donc, du coup, on est moins enclin, si je peux dire ainsi, à suivre, entre guillemets, les recommandations qui ont été mises en place. À titre personnel, je ne pense pas que la connaissance des individus sur le virus a été un problème, parce qu'on a été, entre guillemets, saturé d'informations là-dessus, que ce soit dans les médias ou n'importe où. Après, un effet un peu pervers, entre guillemets, c'est qu'on a tellement été submergé d'informations qu'on pourrait minimiser ça en disant « non, il n'y a rien ». Bon, maintenant que je vous ai fait une belle liste de quels sont les facteurs qui expliquent les comportements des individus, vous allez sûrement me dire « Ok, mais finalement, quel est l'intérêt ?» En fait, l'intérêt est tout bête, c'est que du coup, comprendre et expliquer les comportements de santé des individus dans des contextes particuliers comme les pandémies, ça permet de les prédire. Et du coup, si on peut les prédire, on peut adapter une stratégie de communication ou de prévention. Typiquement, on peut essayer de prédire le comportement des individus en fonction de l'âge des individus. Typiquement, on sait que les personnes âgées, elles ont relativement une menace perçue qui est plus élevée que le reste de la population. Donc, par rapport à ça, ils vont avoir des comportements qui vont être spécifiques. Mais du coup, pour s'assurer que sur d'autres facteurs, ils aient un relativement, on va dire, haut niveau de probabilité d'avoir un comportement de protection, il va falloir axer la stratégie de communication sur les autres facteurs qui sont probablement, ou peut-être, plus bas en comparaison de la menace perçue. Une population à l'inverse plus jeune, elle aura une menace perçue qui sera plus faible. Donc du coup, sur ce paramètre-là, elle aura plus tendance à sortir et du coup à ne pas se confiner. Et d'ailleurs, par rapport aux jeunes, on pourrait penser que ça explique différentes observations qu'on a pu faire notamment en Corée du Sud, là où on a pu tester beaucoup de gens. Ce que vous voyez sur ce graphe, c'est en orange la part le pourcentage du moins de personnes qui a été infectées par le Covid-19 en fonction de leur âge. Et en bleu, ça représente le pourcentage de population que représente chaque tranche d'âge sur la population globale. Donc on voit environ que 30% des personnes infectées par le Covid-19 sont de la tranche d'âge de 20 à 29 ans. Autrement dit, les jeunes, donc ceux qui ont une menace perçue qui serait plutôt plus faible. Et la menace perçue, du coup, pourrait ainsi expliquer, en partie du coup, parce qu'il y a plein de facteurs qui influencent le comportement, mais elle pourrait quand même expliquer en partie pourquoi est-ce que les jeunes sont plus probablement infectés, ont une plus grande probabilité d'être infectés, parce que du coup, ils ont des comportements qui sont moins adaptés. En fait, ce qui est relativement intéressant, c'est que dans la plupart des cas, dans les pandémies, on observe que les jeunes sont un vecteur de transmission d'un virus. Pourquoi ? Parce que de manière générale, ils se sentent invincibles. Donc ils ont tendance à avoir des comportements à risque. Ce qui fait que du coup, ils ont tendance à être facilement contaminés et du coup, ils transmettent, ils propagent la maladie de cette manière. En l'occurrence ici, c'est le virus et ça semble avoir été plutôt le cas, en tout cas de ce qu'on a pu observer en Corée du Sud. D'ailleurs, par rapport au graphique que je vous ai montré tout à l'heure, il a été fait par Andreas Bakos, si je me trompe pas, c'est ça. C'est bien ça, pour le journal Medium, et je vous mets le lien en description. Mais du coup, c'est réellement ça, l'intérêt de prédire les comportements des individus à travers les modèles et les théories de la psychologie de la santé. Parce que du coup, on peut axer et cibler une stratégie de communication, de prévention sur différentes populations, en fonction par exemple de leur âge, de leur genre, de leur milieu socio-économique par exemple, etc. Parce que oui, dans des campagnes de prévention, vous n'allez pas forcément présenter les choses de la même manière à des personnes âgées ou à des jeunes par exemple, mais pareil entre les hommes et les femmes par exemple. Un autre intérêt cette fois de ces facteurs de prédiction du comportement, c'est qu'on peut mieux communiquer entre nous. Et quand je dis entre nous, c'est pas à l'échelle nationale, mais c'est vraiment à l'échelle individuelle. Et on peut du coup essayer de raisonner, entre guillemets, raisonner, je pense que c'est le bon terme,
les individus qui n'ont pas forcément des comportements qui sont adaptés en fonction du contexte. Mais du coup, pour mieux convaincre les individus qu'on connaît ou qu'on croise et qui n'ont pas forcément des comportements responsables vis-à-vis de la situation, déjà, bon, il faut rester diplomate, c'est pas facile tous les jours quand même, mais bon, il faut quand même faire son maximum. Et puis il faut essayer de mieux comprendre pourquoi est-ce que ces individus se comportent de telle manière, en ciblant typiquement les facteurs prédictifs du comportement de santé que j'ai pu évoquer tout à l'heure. Typiquement, si on observe qu'une personne nous dit que c'est juste une grippe, donc c'est pas très grave, eh bien on peut du coup observer qu'elle a une menace perçue qui est faible, donc du coup on peut se dire non, finalement c'est pas juste une grippe, en France ça fait plus de morts que, le Covid-19 fait plus de morts que la grippe, et puis vous pouvez également dire que peut-être que pour toi c'est pas une menace parce que t'es jeune et que t'as un système immunitaire qui est apparemment plutôt développé, mais pour une personne qui est âgée ou alors une personne qui est immunodéprimée, pour elle ça serait une menace. Donc pour ça, vu comme on ne sait pas finalement quand on sort qui est-ce qu'on croise ou à qui on pourrait transmettre potentiellement un virus, au cas où on ne sort pas. Mais bref, je pense que vous voyez l'idée, et puis si jamais vous vous souvenez plus de tous les facteurs prédictifs, vous pouvez revenir de toute façon au début de la vidéo. Mais donc du coup, le message à retenir c'est vraiment ça, c'est vraiment d'éviter de perdre son sang-froid, de rester diplomate finalement, et puis d'essayer de mieux comprendre l'autre pour du coup mieux agir là-dessus. C'est vraiment hyper important. Un autre intérêt de ces connaissances de la psychologie de la santé, c'est qu'on pourrait dresser le bilan des différentes stratégies qui ont été mises en place et du coup dire quelle est la meilleure ou quelle est celle qu'il faut absolument éviter. Alors qu'on soit quand même bien clair, je le dis tout de suite, c'est pas du tout l'heure du bilan, c'est juste que, en fonction de ce qu'on a pu observer en début de gestion de crise, on peut déjà commencer, entre grands guillemets, à dresser un petit bilan. Si on prend par exemple la Corée du Sud, qui pour l'instant, apparemment selon les experts, a plutôt bien géré la gestion de crise en début en tout cas, et qui pour les experts est plutôt l'élève modèle dans le monde, on pourrait du coup dire quelles sont les raisons qui finalement ont fait que la gestion de crise a plutôt été efficace. Déjà, on sait que le gouvernement a décidé de tester une grande partie de la population, le maximum de personnes, donc ça, ça fait prendre le sérieux de la situation, entre guillemets. Et en plus de ça, ou potentiellement peut-être même grâce à ça, la population a plutôt bien compris les enjeux du coup, et a donc eu des comportements qui sont plutôt, on va dire, de protection, ou en tout cas de prévention. Donc du coup, elle a eu un autoconfinement, entre grands guillemets, qui a été fait de base, naturellement. Donc pas besoin, entre guillemets, de forcer la population à se confiner, comme on peut le voir en Italie, en Espagne ou en France par exemple. Et par contre, en comparant ça à d'autres pays, typiquement la France ou l'Italie ou potentiellement l'Espagne, après je suis pas spécialiste donc je ne pourrais pas dire forcément sur toute la gestion de crise de tous ces pays, mais en tout cas en France, on a eu quelques indices qui pour l'instant nous disent que le début de gestion de crise n'a pas forcément été idéal ou parfait. De base donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la population n'a pas forcément énormément confiance en notre gouvernement. Et en plus de ça, on rajoute au fait que, on a eu au tout début de la crise, donc avant même que, en tout cas, apparemment le virus ne soit entré sur notre territoire, on a eu une ministre de la Santé qui nous a dit que, la probabilité que le virus arrive sur le territoire est très faible. Et en plus, on rajoute ça au fait que le président et sa femme ont été au théâtre une semaine avant les mesures de confinement. Donc, entre guillemets, on se dit, il n'y a pas grand-chose à craindre, finalement, de ce que nous dit la ministre à l'époque de la Santé et le président. Donc, la population se dit, c'est pas si grave, donc voilà. Et du coup, quand on a l'apparition des mesures de confinement qui apparaissent, on se dit, c'est grave ou c'est pas grave. On est totalement dans l'incertitude, donc on a des comportements qui sont beaucoup plus irréfléchis, on va dire. Tout ça pour dire que du coup, le début de la gestion de crise apparemment est plutôt questionnable, en tout cas de ces deux éléments-là. Mais après, c'est vraiment pas l'heure du bilan, comme je l'ai dit, et j'ai vraiment pas envie de porter atteinte à la confiance que la population a envers le gouvernement, parce que en ce moment, il faut vraiment leur faire confiance. Ils gèrent du mieux qu'ils peuvent, en tout cas je pense, la situation, donc voilà. En tout cas, il faut bien les écouter, donc voilà. Mais en tout cas, tout ça, ça pose quand même une question qui est assez importante, du moins je trouve, c'est quelle est la place finalement de la science, et en particulier de l'épidémiologie et de la psychologie de la santé, dans ce genre de crise sanitaire.
Bah oui, parce qu'en fait, finalement, on a des outils, grâce aux épidémies qu'on a déjà eues par le passé, et qu'on pourrait du coup appliquer à celles qu'on vit actuellement, mais apparemment, ça n'a pas trop été le cas. Pour être honnête avec vous, hein, pendant que j'ai fait toutes ces recherches, ça m'a pris, je pense, c'est difficile d'évaluer combien de temps ça me prend, mais je pense que ça m'a pris environ 25 heures, peut-être 20-25 heures, pour récupérer toutes ces informations-là. Bon, alors j'avais déjà un peu de connaissances avant, mais j'ai passé 20-25 heures sur internet à rechercher des informations, à compiler tout ça. Si j'ai pu le faire, eh bien le conseil de scientifique qui conseille, hein, comme son nom l'indique, le gouvernement, eh bien lui, il est censé avoir déjà de base ces connaissances-là. Donc ça pose vraiment une question finalement. Est-ce que le conseil a été écouté ou n'a pas été écouté? Je comprends bien que derrière, il y a des enjeux économiques qui sont immense, énorme. Et d'ailleurs, on le voit bien, hein, clairement, on est actuellement en train de vivre une crise économique qui est sans précédent. Et oui, je comprends là un peu la réticence de se dire, ok, on va peut-être pas confiner. Mais d'un autre côté, on est quand même face à une problématique de santé publique globale et dont déjà on a en plus une vulnérabilité liée à notre système de santé qui est relativement fragilisé ces dernières années. Et puis en plus de ça, on a eu l'Italie qui est un pays voisin, donc très similaire au nôtre. Bah, il est très probable qu'en France ça se passe à peu de choses près de la même manière. Bon, il y a des différences hein, évidemment, mais de manière générale, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas de la même manière. Ce que je veux dire là, c'est pas que la science, elle aurait pu en un claquement de doigts dire ok, on sait quoi faire, on va limiter, enfin on va plus que limiter les dégâts, on va clairement on va gérer la crise de manière ultra simple, il n'y aura pas de mort. C'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est que la science, et notamment l'épidémiologie et la psychologie de la santé, a les outils pour bien limiter ce qu'on appelle la montée de la courbe. Hein. Comme vous avez pu le voir, enfin on a pu l'entendre parler ces derniers temps d'abaisser la courbe. Et la science a réellement ces connaissances-là pour limiter cette augmentation de la courbe. Donc finalement, ouais, ça pose réellement la question de quelle a été la position de la science dans eh bien, la gestion, en tout cas en début de crise. En tout cas, je pense que la crise qu'on vit, la crise sanitaire actuelle, eh bien, elle va permettre du coup de poser finalement, enfin, de répondre un peu à cette question, quoi. Et je pense que ça va être important lorsqu'on fera le bilan de voir un peu tout ça. Bon, maintenant qu'on a passé le cœur de la vidéo, je vais pouvoir un peu vous parler de 2-3 choses aussi que j'ai pu voir pendant que j'ai fait mes recherches. En fait, ce qui est intéressant, c'est que on a différentes prédictions qui ont été faites par les différents experts hein, de l'épidémiologie, de la virologie, et de potentiellement ce qui pourrait nous arriver. Donc c'est un peu le moment où je vais vous parler de tout ça. Bon, déjà, clairement, on est tous d'accord là-dessus, il faut rester chez soi. Le virus est toujours présent, et en plus de ça, eh bien, il peut toujours être présent en nous sans qu'on le sache. Hein. C'est ce qu'on appelle les asymptomatiques. On a potentiellement le Covid-19 en nous, mais sans avoir du coup de manifestations cliniques, de symptômes finalement. Donc potentiellement, en sortant, eh bien, on pourrait le transmettre à quelqu'un sans le savoir. Et du coup, de cette manière, on continuerait de propager la maladie. Donc du coup, hormis besoins exceptionnels on va dire, hein, vous restez vraiment chez vous et puis bah, vous sortez uniquement quand réellement vous avez besoin de faire vos courses par exemple, ou si bah, vous travaillez et que bah, vous n'avez pas de télétravail ou que votre emploi est indispensable, oui, il n'y a pas le choix. Et vraiment, c'est pas les 135 € d'amende qui me font dire ça, hein, c'est qu'on a une étude qui a été basée sur eh bien, les données qu'on a pu recueillir avant le confinement en Chine, et qui a pu montrer, ou du moins qui, avec des inférences statistiques, tendrait à montrer eh bien, qu'on aurait 85% des personnes qui sont infectées qui n'ont pas été testées. Une de leurs interprétations eh bien, des 85% de données manquantes entre guillemets dans les tests, eh bien, c'est qu'on aurait une partie de la population qui serait infectée mais qui serait asymptomatique. Donc pour ces raisons-là, il est vraiment ultra important eh bien, de se confiner chez soi. Si jamais pour les plus sceptiques d'entre vous, vous doutez un peu de ces chiffres-là, je vous mets un lien en description sur eh bien, l'étude quoi finalement. Il faut savoir qu'elle a été publiée dans Science, hein, donc c'est pas non plus rien. Après en plus, c'est des inférences statistiques, donc on pourra jamais savoir si c'est vrai ou pas. Et puis en plus de ça, le chiffre étant tellement gros, ça peut poser quand même quelques questions, mais le chiffre étant tellement gros aussi, dans le doute, voilà.
Pour la suite du confinement et pour l'après-confinement, maintenant, il va falloir faire très attention par rapport à tout ce que va nous dire eh bien, le gouvernement et les experts. Il va falloir vraiment les suivre. Parce qu'il y a pas mal d'experts qui pensent déjà que le confinement va durer pas mal de temps. Et puis en plus de ça, le problème, c'est que quand le confinement va se lever, eh bien, la population va se remettre en contact. Et une partie de la population va porter le virus encore sur elle, donc va le retransmettre. Du moins, c'est une des possibilités. Hein. C'est pas ce qui va réellement se passer, du moins on n'en sait rien, mais c'est une des hypothèses sur ce qui va se passer. Donc du coup, dans les prochains mois, voire même quelques années encore à suivre, il va falloir vraiment faire attention à tout ça, et il va falloir vraiment suivre les recommandations du gouvernement et des experts sur eh bien, la situation et sur le comportement à suivre dans ce cas-là. Bon, en tout cas, une chose dont j'en suis sûr hein, maintenant, eh bien, c'est que vu comme on est en plein confinement, eh bien, vous allez avoir un peu plus de temps pour eh bien, participer à de la recherche. Pourquoi ça? Eh bien, parce que vu comme on est en plein dedans, eh bien, il y a quelques projets qui se sont lancés pour voir justement, par exemple, quel est l'effet du confinement sur la psychologie. Je vous mets en lien tout ça si jamais ça vous intéresse, et vous avez également un lien pour participer à l'élaboration d'un vaccin contre eh bien, le Covid-19. Donc je vous mets tout ça en description. Bon, en tout cas, on en arrive sur la fin de la vidéo. J'espère vraiment que vous avez appris un maximum de choses, hein, parce que c'est le but, hein, et puis vu le contexte, c'est super important, je pense, de vraiment que la population ait accès eh bien, à ces connaissances-là. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à la partager, la vidéo, parce que au-delà de comprendre le comportement de la population en général, ça permet également de comprendre son propre comportement, et ça, je trouve que c'est vraiment très pertinent et très important. Donc voilà. Et puis vu comme on en arrive à la fin de la vidéo et que la vidéo est déjà beaucoup trop longue, moi je vous laisse, et puis entre-temps, eh bien, restez chez vous, prenez soin de vous, et puis voilà, allez à la prochaine, bye bye.